Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur vos écrans, à défaut d'avoir été en mesure de vous rencontrer physiquement comme il était prévu de le faire à l'origine, par le Centre culturel coréen. Ça aurait été beaucoup plus agréable, bien sûr, mais les circonstances, chacun et chacune le comprendra, nous imposent de nous organiser autrement. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement le Centre culturel coréen, non seulement pour m'avoir donné l'occasion de vous présenter cet état des lieux de la bande dessinée coréenne en France aujourd'hui, mais également pour s'être donné les moyens de transposer cette présentation en vidéo lorsqu'il est devenu manifeste que nous ne pourrions pas parvenir à maintenir la conférence physique telle qu'elle était initialement prévue. Bien, alors ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une histoire d'images au pluriel. Ces drôles de bandes dessinées venues de Corée, les manhwa. Nous ne sommes pas si nombreux dans le monde francophone à pouvoir proposer sur ce sujet particulier un regard rétrospectif qui ait, disons, une certaine profondeur historique. J'ai cette chance, cela tient à mon parcours personnel, c'est-à-dire à ma biographie, dont je vais rapidement vous dire deux mots, et ainsi les présentations seront faites. Les 20 premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé comme journaliste et beaucoup à l'étranger. Par inclination personnelle, par goût, par curiosité, ce métier passionnant m'a souvent conduit en Extrême-Orient en général et en Corée en particulier, où j'ai voyagé dès le milieu des années 90, à raison d'une trentaine de séjours sur place depuis lors. Je n'ai jamais compté exactement, et au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et comme une autre partie de ma vie professionnelle m'a également conduit à côtoyer de près le monde de l'édition, et tout particulièrement le secteur de la bande dessinée, voilà comment les manhwa coréens, tout naturellement, j'allais dire, sont entrés dans mon champ de vision et ne m'ont plus quitté depuis. À ce moment-là de mon parcours, donc au carrefour des années 90 et 2000, j'avais noué des relations assez suivies et assez étroites avec l'équipe organisatrice d'un événement d'envergure bien connu en France, le Festival international d'Angoulême, qui, en une quarantaine d'années d'existence, a réussi à devenir, dans son domaine de référence, la bande dessinée, ce que le Festival de Cannes est au cinéma. Ayant des atomes crochus à l'époque avec cette manifestation, c'est donc tout naturellement que j'ai proposé à mes interlocuteurs à Angoulême de faire découvrir au public de France et d'Europe, au sein du Festival international de la bande dessinée, les manhwa venus de Corée. Et c'est à ce moment donc que commence l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Alors recitons et évoquons pour mieux comprendre le contexte de cette histoire. Il y a une bonne vingtaine d'années déjà, à la fin des années 90, le monde francophone représente aux yeux de la plupart des professionnels de l'image et de la bande dessinée dans le monde une sorte d'Eldorado pour la bande dessinée. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. De tous les pays d'Occident, c'est de loin le plus ouvert aux traductions étrangères, aux expressions venues d'ailleurs. Même lorsqu'ils viennent de pays aussi éloignés que l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, pour ne prendre que ces quelques exemples, les auteurs et les autrices peuvent espérer voir leurs livres traduits et publiés en langue française, même si ce n'est pas forcément en très grand nombre. Et c'est vrai aussi des productions asiatiques, bien sûr, mais en l'occurrence avec une spécificité bien particulière. À cette époque, un seul pays, le Japon, prend, si on peut dire, toute la place, toute la lumière. Seules les traductions de mangas sont alors accessibles aux lecteurs et aux lectrices francophones, à l'exclusion de pratiquement toutes les autres expressions culturelles asiatiques. Cette situation singulière tient bien sûr à la puissance de l'industrie japonaise de l'édition de bande dessinée, mais aussi à l'histoire de la percée des mangas en France. Si cette percée a pu se produire, c'est parce que les Japonais ont su être précurseurs, notamment grâce à un outil de diffusion de masse, la télévision, qui a commencé une dizaine d'années auparavant à programmer massivement des séries animées issues de mangas japonais. Et certains éditeurs français pionniers en la matière, comme la maison de BD franco-belge Glénat, se sont engouffrés dans la brèche pour installer en librairie les premières séries appelées à un grand succès ultérieur, comme par exemple Dragon Ball. Ce qui fait qu'à l'époque qui nous occupe, le milieu des années 90, la première vague du manga japonais bénéficie en fait d'une sorte d'hégémonie. C'est la seule forme de bande dessinée venue d'Asie que les publics de la bande dessinée dans le monde francophone ont eu la possibilité de commencer à découvrir et à apprécier,
à l'exclusion de toutes les autres bandes dessinées d'Asie, qui existent bien sûr dans leurs différentes cultures d'origine, mais n'ont pas encore réussi à cette époque à être traduites en Occident. Alors pour être tout à fait exact, il faut tout de même préciser que quelques tentatives isolées ont eu lieu pour traduire en français autre chose que de la bande dessinée japonaise, y compris la bande dessinée coréenne, dont 2 séries commencent à être publiées en français à partir de 1996. C'est à un libraire de Bruxelles que l'on doit cette idée, assez novatrice à l'époque. Yves Schlierf, c'est le nom de ce libraire, on vous montre son visage, est alors l'un des rares professionnels de la bande dessinée en Europe à connaître un peu l'Asie et ce qu'on y publie. Et il est surtout l'un des premiers à avoir eu l'intuition que les productions asiatiques pouvaient avoir un véritable avenir commercial en Occident, et singulièrement en Europe de l'Ouest, où existe un lectorat important qui est réceptif à la bande dessinée sous toutes ses formes. Schlierf, bien connu du monde de la bande dessinée en Belgique et en France, est un proche du principal groupe d'édition européen de bande dessinée également installé à Bruxelles, le groupe Média Participation, qui rassemble diverses maisons d'édition et labels à forte notoriété comme Dargaud, Le Lombard, Dupuis, etc. En faisant jouer son réseau, Yves Schlierf parvient à convaincre Média Participation d'investir un peu d'argent dans une nouvelle marque qu'il se propose de créer et de diriger et qui sera entièrement dévolue aux créations venues d'Asie, la maison d'édition Kana. Et c'est avec un auteur coréen, l'anecdote est rarement rappelée, que la nouvelle enseigne se lance. Cet auteur coréen, c'est Lee Hyun-se, dont Kana traduit et commercialise 2 séries, Angel Dick et Armageddon. On est alors, rappelons-le, en 1996, et c'est historiquement la toute première fois que des manhwas coréens sont traduits en langue française. Alors si j'ai mentionné que le lancement initial de Kana avec un auteur coréen est assez rarement évoqué aujourd'hui, c'est qu'en réalité, cette initiative, lancée dans une relative discrétion, va s'avérer commercialement un échec. Et un échec que tout le monde a sans doute préféré oublier depuis. Aucune des 2 séries de Lee Hyun-se lancées par Yves Schlierf ne réussit à trouver un public dans le monde francophone, à telle enseigne d'ailleurs que la publication d'Armageddon, dont une dizaine d'épisodes tout de même ont été traduits et édités, sera même interrompue avant le terme prévu. C'est la fin, très prématurée, de la toute première apparition de la bande dessinée coréenne dans le paysage européen. C'est la première vague, si on peut dire. Mais il est à noter, pour l'anecdote, que la marque Kana, nouvelle enseigne du groupe Média Participation, n'arrêtera pas là ses aventures, comme vous le savez très probablement. Yves Schlierf choisira de se rabattre sur des traductions de créations japonaises, et cette fois l'essai sera couronné de succès avec des publications devenues des best-sellers comme Saint Seiya, Détective Conan, Slam Dunk, etc. Et aujourd'hui encore, Kana reste l'un des principaux acteurs de l'édition de manga dans l'espace francophone, avec une réussite qui ne s'est jamais démentie depuis son lancement il y a 25 ans. Alors, revenons à nos bandes dessinées coréennes. Passé ce premier tour de piste avec Kana, raté, il faut bien le dire, il ne va plus rien se passer pour les manhwas pendant plusieurs années. La Corée, les auteurs coréens et les éditeurs coréens vont demeurer totalement inconnus de la France et de l'Europe jusqu'au début des années 2000. Pour la plupart des Occidentaux, la culture coréenne, c'est en fait une sorte de blanc sur la carte. Hormis quelques rares voyageurs, dont j'ai la chance de faire partie, on ne connaît pratiquement rien en France de la Corée, de ses habitants, de ses arts, etc. Mais cela va changer avec l'entrée en scène d'un acteur de premier plan, le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai à cette époque noué des relations professionnelles suivies avec cette manifestation et déjà sensibilisé au manhwa grâce à mes séjours réguliers en Corée, j'ai proposé aux organisateurs d'Angoulême d'organiser un événement, par exemple une grande exposition collective qui permettrait de découvrir les auteurs, leurs thèmes, leurs styles, leurs albums, etc. Ce serait une première, car ce n'est encore jamais arrivé. Et bingo, l'équipe du festival accepte la proposition. Et c'est le début d'une belle aventure. Au cours de mes séjours réguliers en Corée, j'ai fait la connaissance à Séoul
d'un universitaire local, francophone et francophile, Sun Wang-kyung, qui est par la suite devenu rapidement un ami. Il évolue dans le monde de la création, il a déjà été commissaire d'exposition lors d'une grande biennale d'art contemporain à Gwangju, et surtout, il adore la bande dessinée qu'il connaît très bien. Il a en outre des contacts dans le monde culturel en Corée, et il est à même de mobiliser des financements publics. Grâce à lui et à la petite équipe qu'il a réunie autour de lui, un grand projet d'expo coréenne à Angoulême se met en place depuis Séoul, et j'en suis, pour le compte des gens d'Angoulême, le correspondant français. Nous sommes alors fin 2001, et l'opération est prévue pour janvier 2003. Alors, le Festival d'Angoulême fêtera son 30e anniversaire. Je vous projette le visuel du 30e anniversaire du Festival d'Angoulême 2003, visuel qui, à l'époque, avait été dessiné par François Skeuten. Bon, je vous épargne les détails de la préparation de cet événement fondateur, mais en revanche, je peux partager avec vous, pour vous faire toucher du doigt à quel point on partait de loin, l'incrédulité qu'a suscité à l'époque l'annonce de cet événement à venir du côté des médias. J'ai encore en mémoire l'expression de la quasi-totalité des journalistes spécialisés lorsqu'il leur a été annoncé que des auteurs et des éditeurs coréens allaient prochainement débarquer en France, et en nombre, pour faire découvrir leur travail au grand public. Une exposition collective de bande dessinée coréenne, personne ne voyait de quoi on pouvait bien parler, et d'ailleurs personne n'avait même pensé qu'il pût même exister de la bande dessinée en Corée. Cette première sortie collective des manois enfance est restée dans les mémoires, et en tout cas dans la mienne. Comme souvent ils savent le faire, les visiteurs coréens avaient vu les choses en grand. Ils avaient voulu marquer les esprits, et l'exposition collective que Sun Wang-kyung et son équipe avaient montée était spectaculaire. Des albums en français avaient été spécialement réalisés pour l'occasion et avaient été diffusés en grand nombre. Et la délégation coréenne en France et à Angoulême, très imposante, comptait également des danseurs, des musiciens, des acrobates, enfin le grand jeu. C'est de ce moment, janvier 2003, que date donc la première incursion significative de la bande dessinée coréenne dans le monde francophone. Grâce à l'exposition collective d'Angoulême, intitulée « La dynamique de la BD coréenne et à son ampleur », le grand public et les lecteurs, mais aussi le monde professionnel de la bande dessinée franco-belge, ont enfin pris conscience que les cultures asiatiques pouvaient produire autre chose que du manga au kilomètre. Et de ce jour, la première vague des traductions françaises de manhwa coréens a commencé à se répandre. Alors au début, bien sûr, le démarrage est plutôt timide. C'est en quelque sorte une prise de contact. Mais enfin, les premiers titres en français commencent à apparaître dans le prolongement de l'événement présenté à Angoulême. Certains de ces titres émanent d'éditeurs qui, d'emblée, cherchent à se spécialiser en essayant de poser en France les bases de ce qu'on pourrait appeler une filière coréenne. C'est le cas par exemple de l'éditeur SEBD, originaire de Cambrai dans le nord de la France, qui cherche dès l'origine à occuper le terrain, si on peut dire, avec deux labels spécifiques. L'un destiné à un lectorat masculin, Tokebi, et l'autre à un lectorat féminin, Saphira. Les choix éditoriaux de SEBD sont tournés vers une bande dessinée populaire, susceptible de lui attirer un large public, avec un panel de titres achetés en Corée auprès d'éditeurs tels que Daiwon, Aksan Culture Company ou Seoul Culture. Certains de ces titres, comme Priest de Young Min-woo, Demon King de Kim Jae-won et Ra In-so, ou encore Eureka de Kim Young-kyung et Sun Hye-jin, tous trois publiés sous le label Tokebi, sont porteurs d'un réel potentiel de réussite. Et la démarche est similaire pour le label Saphira, qui s'efforce, sur le modèle introduit en Europe par les mangas de type shoujo, de cibler un public de jeunes filles avec des titres comme Marine Blue de So Kilo ou Vitamine de Oh Kyung-yo. En Corée, ce segment de la bande dessinée est en général désigné sous le nom de Songjung Manhwa. Hélas, aucun de ces deux labels ne connaîtra le développement espéré, puisque la société éditrice SEBD, frappée par la faillite dès l'année 2008, sera conduite à interrompre toutes ses publications, malheureusement.
Donc fin prématurée de l'aventure pour Tokebi et Safira. Mais heureusement, de nombreux autres éditeurs se sont penchés sur la bande dessinée coréenne à compter de la première moitié des années 2000. C'est le cas par exemple de l'éditeur suisse Paquet, qui à partir de 2005 entreprend de publier une série courte en 4 volumes de Kim Dong-hwa, La bicyclette rouge, initialement publiée en Corée par la maison d'édition Happy Comics. Contrairement à Tokebi ou Safira, dont les titres sont très tournés vers l'évasion et le divertissement pur, il s'agit ici d'une bande dessinée inspirée par la vie quotidienne, avec un angle poétique assez affirmé, mais dont la thématique demeure néanmoins plutôt proche du réel. Le même éditeur, Paquet, continuera un peu plus tard à s'intéresser à la bande dessinée coréenne de qualité avec un autre auteur que j'ai eu le plaisir de rencontrer, Lee Do-ho, dont il traduit et publie à partir de 2007 la série Le bandit généreux. Cette fiction historique s'inspire d'un personnage authentique et iconique du XVIe siècle coréen, Lim Kok-jong, une figure de rebelle luttant contre les injustices de son temps, qu'on peut comparer à la figure de Robin Hood pour le monde anglo-saxon ou encore Mandrin pour la France. Déclinée en 32 volumes en Corée, la série est devenue un classique du manhwa historique. En écho à cette première vague de publications, d'autres éditeurs de langue française, que ce soit en France comme SEBD, en Suisse comme Paquet ou en Belgique comme Kana, vont suivre le mouvement et commencer à leur tour à faire connaître les autrices et les auteurs coréens aux différents publics du monde francophone. On peut évoquer par exemple le cas de la maison d'édition Soleil, qui commence dès 2005 à publier d'assez nombreuses traductions de manhwa coréens, en lui dédiant une collection spécifique baptisée Gochawan. Je vous montre l'un des visuels de la collection Gochawan. Comme l'éditeur SEBD auparavant, les choix de Soleil se portent plutôt sur des séries grand public et populaires, tournées vers l'évasion et le divertissement, disons. Une vingtaine de titres ou séries, édités en Corée par Daewon, Aksan, Seoul Cultural ou Sigongsa, seront ainsi publiés par Soleil, comme par exemple Aspirine de Kim Eun-jong, Say Love de Moon Sok-bae ou Palais de Park So-hee. À cette époque, le genre romance est identifié comme un créneau porteur auprès des amateurs et des amatrices de manhwa, mais vous allez voir que nous en reparlerons un peu plus tard. Mais il faut noter que la bande dessinée coréenne populaire n'est pas la seule à être ainsi relayée dans l'espace francophone. D'autres formes de bande dessinée, plus ambitieuses, plus littéraires ou plus exigeantes, commencent également à faire leur entrée dans l'univers francophone, portées par des éditeurs qui cherchent à mobiliser un lectorat plus mûr, plus adulte. Ce sera notamment le cas des éditions Casterman qui, comme Soleil, vont s'intéresser à la bande dessinée coréenne de suffisamment près pour lui consacrer une collection spécifique. Et je vais vous en parler de manière un peu plus détaillée, puisqu'il se trouve que j'ai été, pour le compte de Casterman, l'un des acteurs de ce développement. Comme vous le savez probablement, Casterman, qui est notamment l'éditeur de Tintin, est en France et en Europe un acteur de premier plan pour l'édition de bande dessinée. Cette maison d'origine belge, qui est devenue ces dernières années la propriété du groupe français Gallimard, a construit sa réputation en publiant des bandes dessinées de qualité, signées par de grands noms du 9e art, comme Bilal, Tardi, Geluc et beaucoup d'autres. Dans le registre qui nous occupe, et à l'époque dont nous parlons, Casterman a déjà commencé à donner un début de place aux auteurs asiatiques, en publiant par exemple dans sa collection Écriture, d'inspiration assez littéraire, le travail du grand auteur japonais Jiro Taniguchi. Et 2 Coréens vont le rejoindre dans la même collection. D'une part, le grand auteur Park Hoon-wong, dont nous aurons encore l'occasion de reparler, vous le verrez, qui est encore assez jeune à cette époque, avec son premier travail d'envergure, la trilogie Fleurs. Et d'autre part, un autre grand auteur coréen, Kim Dong-hwa, dont Casterman va publier à partir de 2006 une trilogie également, Histoire couleur terre, et dont Paquet, si vous avez bien suivi, a publié également la bicyclette rouge, comme on vient de le voir un peu auparavant. Mais l'effort et l'investissement de Casterman ne vont pas s'arrêter là. La même année, en 2006, et j'en suis l'un des protagonistes, cette maison d'édition
choisit de miser sur la bande dessinée coréenne en lui dédiant toute une collection qui lui sera spécifiquement consacrée et qui est baptisée Hanguk. Deux auteurs coréens qui sont alors en début de carrière ouvrent la collection. Chae Kyu-sok et Byung Ki-yeon, respectivement avec un recueil de récits courts intitulé L'amour est une protéine et d'autre part un one-shot, L'Auto-Blues. Par la suite, à raison de 1 à 3 publications par trimestre environ, la collection Hanguk va rapidement s'étoffer, toujours dans le même registre assez exigeant qu'on qualifie en général en France de bande dessinée d'auteur, avec des signatures comme Kang Ful, Kang Do-ha, Lee Jae, Oh Se-young, Park Eun-young, Suk Jun-yeon et d'autres encore. Alors je vous fais défiler quelques-uns des one-shots ou des séries qui ont paru dans cette collection au fil de ces 6 ans d'existence et dont je vous montre quelques-unes des couvertures. Donc Gatsby, Appartement, Chagrin dans le ciel, comme La lune surgissant des nuages, Fantôme, Feu, Les nourritures de l'âme, là aussi du même Kim Dong-hwa dont nous avons déjà parlé, Romance Killer, Le marécage, encore Chae Kyu-sok, Souvenir d'amour, Après le zénith, etc. J'ai réussi même en 2006 puis 2009, avec le concours actif, il faut le souligner, des services culturels de l'ambassade de France en Corée, à mettre en œuvre chez Casterman 2 albums collectifs réunissant à parité des auteurs et des autrices coréens et français qui ont pour mission de produire chacun et chacune une histoire inédite à la suite d'un séjour croisé en Corée pour les Français et en France pour les Coréens. Voici ces 2 albums que j'avais choisi d'intituler simplement Corée pour le premier, une très belle illustration de couverture de Chae Kyu-sok, et Quelques jours en France pour le match retour en quelque sorte en France par les Coréens. Néanmoins, pour ne pas vous donner l'impression qui serait fausse que seul Casterman fait à cette époque un effort significatif pour installer les manhwa dans les habitudes de lecture du monde francophone, précisons que d'autres maisons d'édition, même sans mettre en place des collections dédiées, participent aussi de cet élan de curiosité pour la bande dessinée coréenne. Dans l'univers de la bande dessinée d'auteur, des éditeurs comme Sarbacane ou Vertige Graphique publient également quelques livres, par exemple Sous l'eau, l'obscurité de Park Yoon-soon, Le goût du kimchi ou Le chant de mon père de Keum-suk Jandri Kim, ou encore Massacre au pont de Neugenri, encore de Park Hoon-wong, grand auteur décidément, d'après le travail du militant Chung Eun-young. Et sur le versant plus populaire du manhwa, d'autres éditeurs participent aussi du même élan collectif. Camille, une filiale du groupe Tournon qui est aujourd'hui disparue malheureusement, traduit par exemple 1001 nuits de Hang Sun-hee, et tandis que Boken Manga lance la série The Swordsman de Hong Ki-woo et Lee Jae-hon. Les éditions Bamboo, sous leur label Doki Doki, publient Sunken Rock de Boichi ou Rebirth de Lee Sun-yeon, tandis que les éditions Clair de Lune éditent L'épouse du dieu de l'eau de Yoon Min-jung, Sentimental Color de Yoon Jong-ju et Teen Spirit de Kim Jae-hon. Alors, pour étoffer ce tableau déjà riche, on peut également mentionner le fait que certains acteurs bien installés de l'univers du manga japonais en France et en Belgique, toujours dans les années 2000, ne dédaignent pas de s'essayer eux aussi ponctuellement au manhwa coréen. Le précurseur Kana, dont je vous ai déjà parlé au début de cette présentation, publie ici et là quelques auteurs de qualité, comme le remarquable Byung Byung-jun. Je vous cite 2 de ses albums, Cour Bongu et Mijong, qui sont de très bons livres. Ou encore le tandem Chae Kyu-sok Byung Ki-yeon. Leur album publié à l'époque, assez remarqué par la critique, s'intitule Nui Chajang. On peut aussi citer la jeune maison Ki-hoon, excellent éditeur de bande dessinée japonaise, devenu aujourd'hui l'un des poids lourds du secteur, et qui fait paraître par exemple Witch Hunter de Cho Hyun-man, Warlord de Kim Sung-jae et Kim Byung-jin, ou encore Hellblade de Yu Jae-tae. Et même ceux que l'on appelle dans le monde de l'édition les alternatifs ou les indépendants ne sont pas en reste.
Évidemment, leur envergure éditoriale limitée, compte tenu du faible nombre des ouvrages qu'ils publient, ne leur permet pas réellement de publier des séries. Mais leurs initiatives en direction de la bande dessinée coréenne, plus ponctuelles, s'avèrent néanmoins intéressantes. À l'image par exemple des éditions Cornelius, qui traduisent Mauvaise fille de la dessinatrice Anko, de l'éditeur suisse Atrabile, qui publie plusieurs titres de Kim Soo-bak, comme Quitter la ville ou Le parfum des hommes, ou encore de la maison d'édition indépendante aujourd'hui disparue Ego Comics, avec le touchant Histoire d'un couple de Hong Young-sik, ou encore les éditions Cambourakis, qui font paraître les 2 volumes de Je suis communiste de Park Kun-wong, dont nous avons déjà parlé et qui est peut-être à ce jour aujourd'hui l'auteur coréen le plus traduit en langue française. Et je ne résiste pas au plaisir de vous signaler qu'au cours de cette période où un avenir très ouvert semble promis à la bande dessinée coréenne dans le monde francophone, j'ai pour ma part la satisfaction personnelle d'être à l'origine de la publication en français du livre Femmes de réconfort, esclaves sexuels de l'armée japonaise de Jung Kyung-ga, un témoignage assez poignant de ce qu'a été l'expérience tragique des Yanfu en Asie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale et qui prend la forme d'une coédition entre 2 maisons, un éditeur de bande dessinée 6 pieds sous terre et un éditeur de littérature Au diable Vauvert. Alors évidemment, à ce stade de l'histoire de la bande dessinée coréenne au sein du monde francophone, l'impression pourrait être que tout va bien et que la percée des manhwas en Europe a plus ou moins suivi, au fond, la même courbe gagnante que celle des mangas japonais. Eh bien, c'est une impression trompeuse et finalement, le panorama, vous allez voir, n'est pas si flatteur qu'il y paraît. Alors regardons ça d'un peu plus près. Dans les premières années qui ont suivi l'entrée en scène des manhwas à Angoulême, donc globalement, si vous avez suivi à partir de 2003-2004, les traductions se sont effectivement multipliées avec un effet de montée en puissance. Pour vous donner une idée, j'ai retrouvé quelques chiffres grâce aux données annuelles qui ont été compilées par l'Association des critiques de bande dessinée, l'ACBD. En 2003, première année d'implantation des productions coréennes sur le marché de la bande dessinée de langue française, on enregistre 44 traductions de manhwa. Ce chiffre triple dès l'année suivante avec 137 traductions. Puis il progresse encore en 2005, 195 traductions de bande dessinée coréenne. En 2006, c'est encore plus spectaculaire, 259 traductions de bande dessinée coréenne paraissent alors sur le marché des bandes dessinées en langue française. Et rappelez-vous, c'est aussi au cours de cette année-là que Casterman lance Hanguk, sa collection spécifique dédiée au manhwa, tandis que les éditions Soleil continuent à développer leur propre collection spécifique également, Gochawon, dédiée à des productions grand public tournées vers la romance ou le fantastique. Bref, au milieu des années 2000, et si on se fie aux apparences, on peut avoir le sentiment que l'avenir finalement sourit aux bandes dessinées coréennes dans l'espace francophone. Mais en fait, l'année 2006, qui paraît si prometteuse, représente en réalité un pic dans la production de traductions en langue française. Et les chiffres à partir de là ne vont faire, hélas, que décroître. 130 traductions seulement en 2007, 107 en 2009, 106 en 2010. Et à partir de 2011, le nombre des traductions de manhwa en français passe en dessous de la barre des 100 titres annuels, 85 en 2011, 79 en 2013, 63 en 2014, etc. En 2016, qui est la dernière année où l'Association des critiques de bande dessinée a tenu une comptabilité précise des parutions sur le marché des bandes dessinées publiées en langue française, on ne compte plus que 13 traductions de manhwa coréens, un chiffre vraiment dérisoire, surtout si on le compare aux 1500 mangas qui sont publiés au cours de cette même année 2016 sur le marché français. Alors bien sûr, les auteurs et les éditeurs coréens ne sont pas en cause dans cette décrue. Ils ont même fait tout ce qu'il fallait pour s'enraciner dans le monde francophone. Ainsi, en 2013 à Angoulême, 10 ans exactement après leur première apparition collective avec la grande exposition qui les a fait découvrir, les Coréens sont revenus dans le même festival avec une deuxième exposition collective, elle aussi très ambitieuse, qui s'efforçait de mettre en valeur à la fois les auteurs déjà publiés en langue française et certaines des signatures les plus prometteuses de la nouvelle génération. Grosse opération de communication, coup de projecteur favorable donc, mais évidemment, ça ne suffisait pas, car entre-temps,
plusieurs des acteurs historiques de l'édition française de Manroy ont disparu du paysage. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, l'éditeur des collections Tokebi et Safira, la maison SEBD, a mis la clé sous la porte dès 2008. Certes, une partie de son catalogue a aussitôt été repris par une autre maison d'édition, Samji, mais à son tour, cette maison n'a pas tardé à faire faillite également en 2011. Du côté de chez Soleil, doté d'une envergure plus conséquente, on n'a pas mis la clé sous la porte, mais on a choisi d'arrêter les frais. Faute de résultats suffisants, la collection de bandes dessinées coréennes Gochaewon a été interrompue dès l'été 2007, laissant en suspens une partie de la vingtaine de séries dont la traduction française avait été lancée. Et même l'équipe éditoriale de Casterman, qui est certainement la maison d'édition francophone qui a joué le jeu de l'aventure coréenne avec le plus de constance, a fini par renoncer. Après avoir traduit et publié plus d'une vingtaine de manhwa de qualité en 6 ans d'activité, principalement des one-shots, mais également plusieurs diptyques et une poignée de trilogies comme Timing de Kang Ful, comme La Lune surgissant des nuages de Park Eun-young, et même une mini-série en 6 volumes, Gatsby de Kang Do-ha, la collection Hanguk a finalement publié ses tout derniers titres en 2012, faute d'un public suffisamment conséquent. Car bien sûr, ce reflux des publications coréennes en français n'est rien d'autre que la conséquence d'une absence de réussite commerciale. Pour que la percée coréenne se poursuive, il eût fallu qu'au moins une partie des auteurs et des albums venus de Corée se vendent correctement sur les marchés de l'espace francophone. Et en la matière, force a été de constater que les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Après des débuts prometteurs, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, le vent a tourné. Et pas dans un sens favorable aux productions coréennes. Alors, que s'est-il passé ou que ne s'est-il pas passé? Pour tenter de saisir ce mouvement, je crois qu'il faut d'abord se souvenir que le temps de l'édition est par nature un temps long. Les choses dans ce secteur d'activité ne peuvent pas aller très vite. Il est impossible, lorsqu'on publie les livres, de brûler les étapes. Rappelons par exemple qu'il s'est écoulé une vingtaine d'années entre le moment où la bande dessinée japonaise a commencé à être entrevue au Festival d'Angoulême au début des années 80 et celui où elle a commencé à susciter un véritable engouement commercial sur le marché français au tout début des années 2000, 20 ans. À l'origine, en 82, celui qu'on a appelé plus tard le dieu des mangas, Tezuka Osamu, et qui était déjà une superstar dans son pays, avait même honoré de sa visite le festival français, mais son déplacement s'était alors effectué dans une grande discrétion, pour ne pas dire un relatif anonymat. Si on garde en tête ces données chronologiques, alors il n'est pas surprenant, au fond, qu'une décennie n'ait pas suffi pour faire, si l'on peut dire, exploser la bande dessinée coréenne. J'y ajouterai une dimension médiatique. Contrairement à une idée couramment répandue, et je sais de quoi je parle, les médias en général ne sont pas très spontanément curieux de ce qu'ils ignorent. Et cela vaut aussi pour les médias français, dont j'ai souvent pu constater à quel point ils sont conformistes dans leurs choix éditoriaux, surtout lorsqu'il s'agit d'actualités étrangères. Si on se rapporte au sujet qui nous occupe, ainsi qu'à la période du début des années 2000 à laquelle je fais référence, alors souvenons-nous, comme je l'ai déjà souligné une première fois, que la Corée à cette époque est presque ignorée par les médias français. Je l'ai moi-même personnellement constaté en me rendant sur place à compter de la fin des années 90. Il n'y avait strictement aucun correspondant français sur place. Les événements coréens n'étaient donc pratiquement jamais couverts en France, en tout cas jamais en direct. Ce qui fait que lorsqu'on se décidait à Paris à publier quelque chose à propos de la péninsule coréenne, alors c'était au mieux à partir de Tokyo, où les médias français disposaient encore à cette époque de quelques correspondants. D'ailleurs, dans l'esprit de la plupart des Français d'alors, y compris dans l'univers médiatique, les Japonais, les Coréens, les Chinois, tout ça, c'était un peu la même chose, n'est-ce pas? Le monde de la bande dessinée en Corée a lui aussi subi ce traitement médiatique à minima, comme si les auteurs et les éditeurs de manhwa venaient d'une autre planète. Heureusement, les choses se sont un peu améliorées depuis, notamment grâce à l'entrée en scène des réseaux sociaux. Il n'est plus forcément nécessaire de se rendre sur place, c'est bien pratique. Et pour achever d'expliquer ce que j'appellerais l'émergence ratée de la bande dessinée coréenne dans le paysage de la francophonie, enfin ratée pas pour toujours, car vous allez voir que de bonnes nouvelles presque surprenantes sont arrivées ces derniers temps d'un segment du marché qu'on n'attendait pas forcément.
j'ajouterai deux facteurs qui me semblent avoir pu freiner l'essor de la bande dessinée coréenne. Le premier, c'est la primauté culturelle des mangas japonais auprès des publics de la bande dessinée en Europe. Le Japon, comme nous le savons tous, a réussi à élaborer une image extrêmement positive autour de ses industries culturelles et s'est beaucoup appuyé sur les mangas pour construire et affirmer son soft power. C'est le résultat d'un travail de longue haleine, entrepris dès les années 80, et il n'est pas impossible que cette réussite, même involontairement, ait pu faire de l'ombre à l'émergence d'autres expressions culturelles en provenance d'Asie. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un éditeur français ou belge qui publie déjà avec succès des mangas japonais qui génèrent de gros revenus. Pourquoi iriez-vous vous embêter à faire découvrir, avec tous les efforts que cela implique, d'autres auteurs asiatiques dont personne n'a jamais entendu parler, qui viennent de Corée, de Chine, de Thaïlande, de Singapour, alors que votre profitabilité est déjà assurée et vos capacités d'investissement presque entièrement mobilisées par vos mangas à succès. Deuxième facteur, enfin, l'absence dans le paysage éditorial d'une locomotive, mettons des guillemets au mot locomotive, mais je pense que vous saisirez l'idée, qui permettent à l'ensemble de la production coréenne, traduite en langue française, d'être tirée ou d'être promue par une œuvre à forte visibilité. Là encore, je reprends à titre de comparaison un exemple venu du Japon. Plus rien n'a été tout à fait pareil en France à partir du moment où un manga japonais a décroché pour la première fois un prix du meilleur album au Festival d'Angoulême, facteur décisif de légitimation culturelle. C'était en 2007, lors de la 34e édition de la manifestation. Le manga dont je vous montre la couverture s'intitulait Nononba et l'auteur était Mizuki Shigeru. À partir du moment où un événement culturel aussi important que celui-ci couronnait une œuvre japonaise comme celle-là, une étape décisive était franchie en termes de reconnaissance et d'aura. Hélas, ni les auteurs ni coréens, ni leurs éditeurs français ou francophones n'ont eu la chance d'avoir leur Nononba. Et aucune des œuvres qui m'aurait semblé le plus à même de décrocher un prix ou une récompense de cette nature, comme Histoire couleur terre de Kim Dong-hwa, que je vous ai montré tout à l'heure, pour ne citer cet exemple parmi d'autres, n'a bénéficié lors de sa publication d'un niveau d'attention qui aurait pu lui permettre d'accomplir son chemin jusqu'en haut de l'affiche. Alors bien sûr, passé ce moment assez limité dans le temps de découverte, d'engouement, puis de désaffection ou de reflux relatif autour des manhwas, tout ne s'est pas arrêté d'un coup, bien sûr. Il a continué à se trouver quelques éditeurs motivés pour vouloir traduire et publier en langue française des auteurs coréens dignes d'intérêt ou des œuvres en phase avec l'air du temps. Un exemple parmi d'autres, les éditions Akata, plutôt identifiées d'habitude sur les territoires du manga, prenant acte de l'émergence de plus en plus affirmée d'attentes sociétales autour de l'écologie, cet éditeur de qualité a publié à partir de 2014 les 2 volumes de Moi, jardinier citadin de Chemino. L'auteur y raconte de manière très quotidienne et très concrète pourquoi et comment il a choisi avec sa famille de s'éloigner un peu des très grands centres urbains pour retrouver le sens du contact avec la nature, mais sans toutefois rompre le lien complètement avec l'univers citadin. Une préoccupation qui peut résonner familièrement à nos oreilles en Europe, surtout aujourd'hui que la pandémie mondiale nous contraint collectivement à revoir nos priorités et à organiser différemment notre avenir. De la même manière, d'autres éditeurs ont parfois pris le relais de certains protagonistes disparus du marché, à l'exemple par exemple des éditions Meian. Tout en publiant des nouveautés, cet éditeur de création relativement récente, il a été créé en 2017, a par exemple repris des séries coréennes comme Eureka, que je vous ai montré tout à l'heure, ou The Swordsman, que je vous ai montré également. Il met en avant une identité composite, nourrie à la fois de manga et de manhwa. Quoique, en parcourant son catalogue, force est de constater tout de même que les publications en provenance du Japon sont nettement plus nombreuses que les créations coréennes. Je poursuivrai avec un autre exemple, et pardon si je vous donne l'impression de personnaliser un peu le débat, mais il me concerne d'un peu plus près, dans le prolongement du travail que j'ai accompli naguère auprès des auteurs coréens pour le compte de la collection Hanguk de Casterman. J'ai en effet repris, il y a quelques années maintenant, une activité d'éditeur de bande dessinée. Dans un premier temps, toujours pour le compte de la maison Casterman, j'ai tenté une formule que je n'avais pas encore essayée jusque-là, et qui consistait à s'efforcer de bâtir une forme de collaboration originale entre un auteur français et un auteur coréen.
Là, en l'occurrence, l'enjeu n'était plus de parvenir à faire traduire en français une ou plusieurs œuvres déjà publiées en Corée, mais bien de réussir à susciter une collaboration et donc une œuvre inédite. Je suis parvenu à jeter les bases de ce projet en provoquant la rencontre de deux auteurs. D'une part, à Paris, un scénariste français honorablement connu, Jean-Michel Dupont, qui à l'époque signait J.M. Goom, et d'autre part à Séoul, un dessinateur coréen, Byun Ki-yeon, l'un et l'autre s'étant déclarés tentés par cette drôle d'aventure que je leur avais proposée. Une précision nécessaire qui rendait ce projet d'autant plus acrobatique, pour ne pas dire improbable. Aucun des deux ne parlait la langue de l'autre et il était impossible de passer par l'anglais puisque Byun Ki-yeon ne le parlait pas non plus. J'ai donc mis en place une structure assez compliquée qui passait par un agent littéraire en Corée chargé de traduire pour Byun Ki-yeon le scénario et les dialogues de Jean-Michel Dupont et de nous faire remonter en France les commentaires et les éventuelles modifications que le dessinateur aurait souhaité. Une sorte d'agent de liaison, si vous voulez. Et voilà comment, vaille que vaille, au fil d'une collaboration qui a duré largement plus d'un an, est né le roman graphique Les Nuits assassines, une histoire d'angoisse aux frontières du fantastique que les auteurs ont choisi de situer en Autriche dans les années 70. Je vous en recommande la lecture, c'est vraiment bien. Sans être un triomphe, le livre a été accueilli très correctement, tant par la critique que par le public, mais pas suffisamment, hélas, pour que l'éditeur ait eu envie de reconduire cette expérience. Il est vrai assez lourde en termes d'organisation. Néanmoins, je n'ai pas perdu de vue mon goût pour l'édition, ce qui m'a conduit à croiser une autre maison avec qui j'ai noué, à partir de 2017, une relation qui est toujours en cours aujourd'hui. Rue de l'Échiquier, c'est le nom de cet éditeur, est une maison d'édition française indépendante, très sensibilisée aux questions d'environnement et de développement durable, qui m'a chargé de créer et de développer son domaine bande dessinée, avec un cahier des charges relativement simple, explorer à travers la bande dessinée, quelle qu'en soit la provenance, les thématiques privilégiées par cette maison, c'est-à-dire les questions écologiques, environnementales et citoyennes. Je peux y publier jusqu'à une demi-douzaine d'ouvrages par an, ce qui est relativement important pour un éditeur indépendant, soit en recrutant des auteurs chargés de développer des bandes dessinées inédites, soit en achetant à l'étranger des traductions d'œuvres existantes. Et bien sûr, pour ce qui est des traductions, j'ai aussitôt pensé à regarder ce qu'avaient pu produire les auteurs coréens de manhwa. Et voilà comment j'ai publié à ce jour chez Rue de l'Échiquier BD deux auteurs coréens que j'avais appris à connaître et apprécier par le passé. Le premier, chronologiquement, a été Park Hoon-woong, dont on a déjà croisé la route à plusieurs reprises au fil de cette présentation, et dont j'avais déjà édité il y a une quinzaine d'années la très impressionnante trilogie Fleurs, qui était sa toute première œuvre et qui d'ailleurs n'a toujours rien perdu de sa puissance aujourd'hui. Le livre inédit de Park que j'ai choisi de faire traduire et publier en langue française pour Rue de l'Échiquier est un copieux one-shot d'un peu plus de 350 pages qui s'intitule « Mémoire d'un frêne ». Comme tous les livres de Park, c'est un ouvrage enraciné dans l'histoire coréenne et dans une histoire en l'occurrence tragique. Le livre, qui est en fait une adaptation d'une nouvelle de l'écrivain Chae Yong-tak, dévoile un épisode sanglant et resté longtemps méconnu de l'histoire coréenne récente, ce qu'on a appelé en Corée les massacres de la ligne Bodo, et qui sont toute une série d'exactions menées par la police et les forces armées coréennes en 1950 à l'encontre des populations civiles, alors que la guerre de Corée commençait à peine. Ces tueries de masse se sont soldées par un effroyable bilan humain d'au moins 100 000 morts, et peut-être beaucoup plus, car en réalité, on ne connaît pas précisément, et on ne connaîtra d'ailleurs sans doute jamais, le nombre exact des victimes de ces massacres. Alors le sujet est très difficile, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qui explique son titre, « Mémoire d'un frêne ». La narration, en effet, est menée par un narrateur qui est un arbre, témoin de ces événements terribles. Un arbre, ça n'a pas d'affect, ce qui permet d'une certaine manière de tenir à distance les faits sans avoir à trop s'y impliquer émotionnellement. Néanmoins, l'histoire est traitée de main de maître, comme toujours avec Park Hoon-woong, dans un graphisme virtuose, des qualités qui ont valu à cette traduction française du livre de Park une récompense littéraire, le prix Luciole 2019. Par la suite, j'ai encore approfondi mon exploration des manhwa d'aujourd'hui avec un autre auteur dont j'avais appris à apprécier le travail il y a une quinzaine d'années, au tout début de la vague coréenne des années 2000, Chae Kyu-sok, dont j'avais édité le recueil d'histoires courtes et souvent drôles intitulé « L'amour est une protéine ».
Alors cette fois, le travail de Tchekusok que j'ai choisi de traduire et publier en français, chez Rue de l'Échiquier BD, est nettement plus copieux et moins humoristique aussi. Il s'agit d'une série en 6 volumes qui en Corée s'intitule, si on traduit littéralement le titre, Le Poinçon, mais que j'ai choisi pour ma part de traduire pour des raisons de compréhension et de contenu que vous allez comprendre, Intraitable. Car en effet, l'histoire contemporaine que raconte cette série est une histoire de résilience et de résistance. Elle se déroule dans le milieu de la grande distribution en Corée, au tout début des années 2000, et relate de quelle manière des salariés, rassemblés au sein de la section syndicale d'une puissante chaîne d'hypermarchés, s'efforcent avec difficulté de résister aux méthodes de management du propriétaire de cette chaîne, un grand groupe international dont le siège se trouve en France. L'auteur, pour mener son récit au plus près du vécu des salariés, privilégie à chaque fois qu'il le peut les effets de réel avec une grande empathie. Et toute personne qui connaîtrait un peu l'actualité de la Corée au cours des dernières décennies saura identifier dans cette histoire, sous les apparences de la fiction, une transposition limpide de l'histoire tout à fait réelle du groupe français Carrefour en Corée. De même que les managers brutaux et maladroits dépeints dans Intraitable, le groupe Carrefour, arrivé en conquérant dans la Corée des années 90, à la faveur de la crise financière de l'époque, s'est rapidement heurté à la vive résistance des réseaux syndicaux sociaux coréens et peu enclins à subir les méthodes de travail importées de l'étranger. Leur bras de fer a duré plusieurs années et s'est finalement terminé pour le groupe français par une déroute. Mise en difficulté par un climat social interne détestable et par des résultats économiquement décevants, l'antenne coréenne de Carrefour a finalement choisi, sans doute sagement, de se retirer et d'abandonner ses projets de développement en Corée du Sud. CQFD. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur les livres que je publie, mais pour terminer cette présentation, je vais vous proposer d'élargir un peu l'image, pour essayer de comprendre où en est la bande dessinée coréenne traduite aujourd'hui en français, au moment où nous parlons. Vous pourriez penser finalement, face au panorama en demi-teinte que je viens de vous proposer, que les manhwas, relégués d'une certaine manière à l'arrière-plan du paysage éditorial général de la bande dessinée dans le monde francophone, ont laissé passer leur tour. Eh bien, pas du tout. Car, en dépit en effet de résultats pour le moins limités dans le secteur de l'édition traditionnelle de livres papier, de bonnes nouvelles sont arrivées d'un tout autre segment de l'édition, le numérique. Et de fait, depuis 2 à 3 ans, un nouveau venu enregistre des résultats tout à fait étonnants en développant en Europe, en langue française, un format de bande dessinée spécifique que les Coréens en Corée connaissent fort bien et qui s'appelle le webtoon. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que le webtoon? Ce néologisme dont on discerne aisément les composantes, web se rapporte bien sûr à Internet et toon est une contraction de cartoon, l'un des termes anglais signifiant bande dessinée, désigne essentiellement la conjonction d'une forme narrative, le récit en images qu'on appelle en français la bande dessinée, et d'un type de support particulier, l'écran numérique. Et le véhicule, c'est le réseau Internet qui permet d'assurer la diffusion de ces images. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le webtoon, le papier a disparu. Les livres ont disparu aussi. Et dans cette configuration éditoriale, on n'a plus vraiment besoin de ces intermédiaires et de ces espaces de diffusion que sont les librairies, puisque la mise à disposition de la bande dessinée telle qu'elle a été imaginée par son créateur ou sa créatrice à l'attention de son destinataire final, le lecteur ou la lectrice, se fait de manière dématérialisée via Internet sur un terminal numérique qui peut être indifféremment un écran d'ordinateur, une tablette ou un écran de smartphone. Tous les Coréens le savent bien, on est très habitué à ces webtoons en Corée. Ils ont en fait commencé à beaucoup se développer il y a une vingtaine d'années, en tirant parti d'une spécificité technologique coréenne, à savoir un très fort taux d'équipement en infrastructures numériques puissantes, développé beaucoup plus tôt qu'ailleurs à l'initiative des pouvoirs publics coréens. Fort d'un réseau numérique à haute capacité et très performant, les éditeurs et les auteurs coréens ont donc pu très tôt également mettre au point une offre très novatrice de bande dessinée numérique diffusée directement sur Internet par l'intermédiaire de différents portails spécialisés et sans avoir besoin ni d'imprimer de livres, ni donc d'avoir à passer par les librairies traditionnelles. Pour ce qui me concerne, je me souviens par exemple de ma surprise lorsque j'éditais Kangdoa dans la collection Hanguk de Casterman,
Je vous rappelle que j'ai assuré l'édition de sa série Gatsby en 2007, puis de son diptyque Romance Killer en 2008, en découvrant donc ce qu'on pourrait appeler la précocité numérique de cet auteur. Kang Do-ha, en effet, avait commencé à faire basculer son travail en mode numérique dès le début des années 2000. Autrement dit, à l'époque où moi je le publiais en langue française sous forme de livres papier traditionnels, lui, dans son pays, ne travaillait déjà pratiquement plus que sous la forme de webtoon. Alors attention, ça ne signifie pas pour autant que les librairies coréennes ont disparu, et tant mieux, tant mieux. Il existe encore beaucoup de segments du monde de l'édition en Corée qui n'ont pas pu ou pas voulu réaliser leur transition numérique. Le secteur qu'on appelle le secteur des beaux livres, par exemple, les livres de photos, d'architecture, les encyclopédies, etc., qui s'accommodent mal du petit format des écrans, ou encore le monde de la littérature, dont de nombreux lecteurs et lectrices souhaitent garder le contact avec l'objet papier qu'est le livre. Les bandes dessinées elles-mêmes, les manhwa, continuent à être produites, distribuées et vendues sous forme papier traditionnel, dans le réseau classique des librairies. Simplement, la chronologie de publication s'est inversée. Les œuvres sont en Corée maintenant d'abord traduites et diffusées sous forme numérique et dématérialisée, et ce n'est qu'ensuite, à condition d'avoir rencontré le succès public sur Internet, que leur vie peut se prolonger en librairie sous forme papier. L'édition classique en librairie devient en quelque sorte un second marché, un espace de diffusion complémentaire, voire une forme de récompense pour les auteurs, sous la forme d'ouvrages papier dont la présentation et la fabrication ont été particulièrement soignées. Vous pouvez le comprendre tout de suite, il s'agit là d'un véritable renversement de perspective, à la fois pour les auteurs, pour les éditeurs et pour les lecteurs. C'est un changement de paradigme. Alors bien sûr, on n'en est pas là en France et en Europe, pas encore. Et heureusement sans doute pour le secteur de la librairie, bien malmené en ces temps de pandémie. Mais à l'image du webtoon coréen en Corée, un nouvel acteur, comme je vous l'ai évoqué un peu plus tôt, a émergé récemment en Europe pour publier un service de même nature. C'est à l'intuition d'un éditeur venu de chez Casterman, Didier Borg, que l'on doit le lancement en 2015 à Bruxelles d'une plateforme inédite numérique entièrement dédouée au manhwa et s'intitule Delitoon. Je vous en montre le logo. L'idée générale, c'est de proposer une mise en ligne régulière de bandes dessinées coréennes inédites, déclinées en épisodes sous forme de séries à suivre. La lecture se fait en mode scrolling, c'est-à-dire que vous faites défiler verticalement de haut en bas les images fixes qui composent votre bande dessinée, soit du doigt sur votre souris d'ordinateur, soit directement en touchant l'écran de votre tablette ou de votre smartphone. En général, les 2 ou 3 premiers épisodes de chaque série sont en libre accès, diffusés gratuitement sur la plateforme. C'est ce qu'on appelle le freemium. C'est un produit d'appel. Et si vous êtes suffisamment séduit ou séduite par l'histoire dont l'amorce vous a ainsi été offerte, on vous propose d'acheter le droit de lire la suite, en général au rythme d'un nouvel épisode inédit par semaine. Il vous faut pour cela faire l'acquisition sur la plateforme de la monnaie d'échange permettant de louer les épisodes au fur et à mesure de leur diffusion. Delitoon a baptisé cette monnaie le coin, en général proposé à l'achat sous forme de pack, d'ensemble. Et d'utilisateur ou d'utilisatrice du service, vous voilà donc devenu client ou cliente de la plateforme. Concrètement, vous n'avez pas acheté un produit physique ou un objet tel qu'un livre, mais en quelque sorte un droit de location temporaire qui vous a donné accès pour un temps limité à l'œuvre d'un ou d'une artiste de bande dessinée. Delitoon est ainsi devenu le premier éditeur diffuseur de webtoon en Europe. En se lançant, ses promoteurs n'étaient pas forcément persuadés que la formule accrocherait un lectorat, surtout dans un paysage éditorial européen aussi historiquement attaché à l'album de bande dessinée classique. Mais de fait, cette offre a fini par trouver son public, et notamment un jeune public, aussi bien féminin que masculin, au carrefour de l'édition classique et des contenus numériques. La segmentation des contenus mis en place par Delitoon, proche des mangas japonais, a sans doute joué un rôle actif dans son attractivité. Les séries sont en effet proposées par genre, action, fantastique, sport, sentimental, suspense, histoire, etc., avec des catégories spécifiques comme la
romance ou le boys love, dont on sait d'expérience à travers le monde des mangas, qu'elles ont un réel pouvoir non seulement d'attraction, mais aussi de fidélisation en direction de ce jeune public que j'évoque. Aujourd'hui, 5 ans après son lancement initial, la plateforme de Litoon a déjà diffusé plusieurs centaines de séries coréennes originales, donc vous voyez que c'est un succès très conséquent, et continue à le faire avec une réelle réussite commerciale. La plateforme a incontestablement trouvé un public qu'elle s'efforce d'étendre et de renforcer. Elle enseigne d'ailleurs qu'aux investisseurs d'origine, des Français mais aussi des Coréens, sont venus s'ajouter plus récemment des investisseurs chinois qui ont amené avec eux non seulement des capitaux, mais aussi des contenus originaux venus de Chine continentale, porteurs sans doute d'un réel potentiel de développement. Voilà pourquoi j'ai voulu conclure en vous indiquant que l'état des lieux de la bande dessinée coréenne, en langue française, même s'il a connu des hauts et des bas, comme on l'a vu au cours de cette présentation, s'avère finalement assez positif. À l'image de ce qui se passe en Corée même, où les réseaux du webtoon sont devenus réellement un fait culturel, les créatrices et créateurs coréens de bande dessinée ont fini par trouver un public et des débouchés en France et en Europe pour que leurs œuvres soient vues et appréciées. Et au fond, je pense vraiment que c'est ça le plus important, que le travail des artistes puisse venir jusque dans les mains du public à qui il est destiné. Et je me demande même, pour terminer sur une hypothèse d'avenir, si cela ne pourrait pas aussi devenir un possible modèle de développement, un relais de croissance potentielle pour le monde professionnel d'ici et pour la bande dessinée telle qu'on l'entend en France et en Europe. Voilà, je vous laisse méditer cette conjecture et je vous remercie infiniment pour votre attention et s'il vous plaît, prenez soin de vous.